Ce soir à l'émission, Itinérance, un nouveau dénombrement dans plusieurs régions du Québec. On voit de plus en plus de femmes avec des enfants même qui sont en situation d'itinérance. Et le café L'Atypique ouvre ses portes à l'intégration. Le projet a été créé suite à une réflexion pour animer le milieu de vie. On veut le rendre le plus normalisant possible en centre d'hébergement sur une longue durée. En entrevue, je reçois Julie Paquette qui nous parle de la relève autochtone en santé. Leur offrir une formation, mais pour qu'ils puissent offrir ces soins-là par eux-mêmes dans leur communauté. Je m'entretiens également avec Léandre Raymond Desjardins, propriétaire et fondateur de la ferme Les Jardins de la Fourchette. J'ai découvert que les producteurs québécois travaillaient super fort puis ils offraient des produits d'une qualité exceptionnelle. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous propose un reportage sur les championnats québécois de gymnastique artistique et de sport de trampoline. C'est les athlètes qui ont réussi à se classer parmi une régie de compétition qui est quand même d'envergure. Bienvenue à Accès Local. Mercredi 16 avril 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Hier soir, le gouvernement du Québec a tenu son dénombrement officiel des personnes en situation d'itinérance partout au Québec, en tout cas dans plusieurs régions du Québec, dont évidemment les Laurentides. Qu'est-ce que ça représente comme exercice? Alors, il y a des intervenants qui sillonnent les rues, les centres hospitaliers et les ressources d'hébergement d'urgence pendant une nuit pour distribuer des formulaires et ainsi recenser le nombre de personnes en situation d'itinérance dans toutes les régions du Québec. Bien sûr, c'est difficile d'avoir un chiffre précis avec un dénombrement d'une soirée. Donc, on peut estimer que les chiffres qui sortiront de ce recensement seront plus bas que la réalité. Bon, bien sûr, cette méthode ne tient compte que de l'itinérance visible. Donc, par opposition, il existe une forme d'itinérance invisible. Oui, l'itinérance invisible, par définition, donc, est plus cachée. C'est un phénomène qui est de plus en plus connu, mais surtout étudié dans les grands centres urbains. Ça concerne les personnes qui sont plus vulnérables, pour qui la rue est trop dangereuse pour y rester et qui doivent trouver des alternatives pour passer inaperçues. Ça peut être de passer sa journée dans les transports en commun, dans les restaurants de restauration rapide, dans les bibliothèques municipales, par exemple. Ce sont aussi des gens qui peuvent dormir dans leur voiture ou alors qui trouvent refuge chez leur entourage pendant quelques jours et qui changent souvent d'endroit, mais ce sont tous des gens sans domicile fixe. Madame Catherine Gentilcorps est députée de Terrebonne pour le Parti québécois. Elle a pris parole lundi à l'Assemblée nationale pour sensibiliser ses collègues à l'itinérance féminine, qui est souvent invisible. On peut l'écouter à ce propos. On voit de plus en plus de femmes avec des enfants même qui sont en situation d'itinérance. Ce qu'il faut savoir, c'est que 70 à 85% des femmes qui vivent en situation d'itinérance vont être victimes d'une forme de violence, quelle qu'elle soit. C'est extrêmement élevé. Donc, ces femmes-là sont vraiment en position de vulnérabilité quand elles se retrouvent dans la rue, quand elles se retrouvent en situation d'itinérance. Et qu'est-ce que Mme Gentilcorps demande à la CAQ? De reconnaître l'itinérance féminine comme un sujet, une problématique à part entière. Pour Mme Gentilcorps, les méthodes de recensement devraient être différentes pour mieux prendre en compte la réalité des femmes. On l'écoute à nouveau. Je pense que c'est important de développer de nouvelles façons justement de recenser ces personnes-là en situation d'itinérance pour que les femmes, entre autres, soient mieux représentées puis qu'on développe des solutions qui vont être adaptées à leurs besoins spécifiques. Tu sais, les femmes n'ont pas les mêmes besoins que les hommes, par exemple au niveau de l'hygiène, ne serait-ce qu'au niveau de l'hygiène et tout ça. Puis je parlais de sécurité tout à l'heure, mais ça fait en sorte que les femmes sont très réticentes à aller dans des ressources qui sont mixtes, par exemple. Et qu'est-ce que nous apprend le dernier recensement qui a été effectué l'année dernière? Alors, le nombre estimé de personnes en situation d'itinérance visibles dans les Laurentides était de 400. C'était une augmentation de 14% depuis 2022, où on avait plutôt recensé 352 personnes sans abri. Et entre 2018 et 2022, on enregistrait plutôt une augmentation de 109% de l'itinérance. Le rapport d'énumération de 2024 ne comporte pas de mention de genre dans le dénombrement, mais celui de 2022, oui. 70% des personnes rencontrées lors de la nuit de l'exercice étaient des hommes, 26% des femmes et le reste étaient des personnes issues de la diversité de genre, aussi plus susceptibles de faire partie de l'itinérance invisible. Les résultats de 2022 décrivent aussi les raisons de l'itinérance. Le plus souvent dans les Laurentides, c'est une expulsion qui en est la cause. Le taux d'occupation moyen estimé des ressources d'hébergement d'urgence est de 100% dans la région. Reste à voir à quoi ressembleront les résultats du dénombrement d'hier. Ça prend généralement plusieurs mois là, avant que les chiffres ne soient rendus publics. Ouais, merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du café L'Atypique. À plus tard, Claude.
Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Laurentide et la Fabrique culturelle de Télé-Québec, lance un appel de candidature pour le prix de l'artiste de l'année dans les Laurentides. Les créateurs, écrivains et interprètes qui comptent plus de 3 ans de pratique artistique professionnelle sont invités à déposer leur candidature d'ici le 27 juin. Ce prix, accompagné d'une bourse de 10 000 $, vise à reconnaître un artiste qui se démarque par son parcours et ses réalisations récentes. La 27e édition du Gala du défi Ose entreprendre de la ville de Mirabel a eu lieu le 1er avril dernier au Centre culturel du Domaine Vert Nord. L'événement, organisé par Mirabel Économique, a permis de célébrer plusieurs projets d'entrepreneurs mirabellois. 6 d'entre eux ont été sacrés lauréats, soit Itavi, Yoga-être, les Jardins 5 Sens, la Friperie Max, la Fondation Dax et ABC Clinique Santé. Tous les 6 représenteront Mirabel au volet régional du concours. Enfin, le prix Coup de cœur a été remis à l'entreprise Mila Lune. Après avoir complété un stage à l'unité de médecine du Centre multiservice de santé et de services sociaux d'Argenteuil, 5 préposés aux bénéficiaires issus de la communauté autochtone de Kanesatake pratiqueront désormais leur métier chez eux à la résidence Riverside pour aînés. C'est l'aboutissement d'un projet réunissant plusieurs partenaires, dont le CIS des Laurentides, représenté aujourd'hui par Julie Paquette, qui est directrice adjointe aux affaires universitaires et de l'enseignement. Bonsoir, Madame Paquette. Bonsoir. Oui, c'est une longue présentation, mais il y a beaucoup de partenaires là-dedans. Les autres, bon, le Centre de services emploi, formation du Conseil de bande de Kanesatake, la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier, Emploi, Développement social Canada. C'est beaucoup de monde. Expliquez-nous l'importance de ce projet-là. Ben, en fait, le projet part vraiment de la communauté de Kanesatake. Donc, c'est un projet, je pense, qui leur tenait très à cœur et qui a eu un long aboutissement, dans le sens qu'ils ont fait beaucoup de démarches pour y arriver et finalement, ils ont trouvé des partenaires pour réaliser leur projet. Puis, il faut que je le nomme. Le partenaire principal, c'est sûr que c'est le centre de formation sur Laurier, donc plus précisément le Centre de développement des compétences de Pont-Vio. Donc, c'est un centre de compétences qui offre une formation en anglais. Donc, parce que majoritairement, les étudiants étaient de langue anglaise. Et donc, par la suite, donc les étudiants ont suivi la formation pour être préposés aux bénéficiaires, puis vous l'avez bien dit, c'était pour qu'ils puissent retourner dans leur communauté par la suite, puis offrir des soins aux aînés, aux personnes là, de leur communauté. Et dans ce processus-là de formation, il y a plusieurs stages, mais dont un stage qui doit se réaliser obligatoirement dans un milieu de courte durée, donc dans un milieu hospitalier. Et c'est par cette voie-là, nous, qu'on a été sollicités pour contribuer au projet, parce que bien sûr, il ne peut pas trouver ce milieu de formation-là dans la communauté. Il faut 375 heures pour former un préposé aux bénéficiaires. Qu'est-ce qu'on va chercher dans un stage comme celui-là? Ben, c'est sûr qu'ils font beaucoup de théorie, beaucoup de pratiques avec, par exemple, des mannequins. Ils vont se pratiquer entre eux parce que la formation de préposé aux bénéficiaires, ça implique, par exemple, beaucoup de déplacements, beaucoup d'apprentissage de soins intimes aussi. C'est sûr que c'est pas la même chose d'apprendre ça à l'école que de l'apprendre avec des vrais humains en vrai contexte de travail, de soins. C'est ça qu'ils viennent chercher en stage. Donc, de vraiment se plonger dans un milieu réel, authentique, où il y a des vraies personnes qui ont des besoins multiples, particuliers, qui ont aussi je dirais des particularités. Et c'est ça qu'on offre, nous, au CIS des Laurentides. En fait, on accueille à chaque année, juste pour ce programme-là, de préposés aux bénéficiaires, c'est plus de 600 stages qui se réalisent chez nous. Mais donc, ces étudiants-là, effectivement, ils doivent là, se pratiquer pour être prêts à intervenir de manière autonome là, dans un milieu de travail par la suite. On dit que ce projet-là a permis de créer une offre adaptée aux besoins de la communauté autochtone. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Ben, ça veut dire que pour nous, c'est important que justement, c'est un projet de la communauté. Hein, ça partait d'eux, de leur souhait, de leur désir d'offrir des services. Puis, ben, c'est sûr que en formant des gens issus de la communauté pour retourner offrir ces soins-là à l'intérieur même de la communauté, ben c'est sûr qu'on contribue à offrir là, des soins adaptés dans le sens qu'on n'aura pas besoin de déplacer des personnes, de les sortir de leur communauté, ils vont pouvoir être dans leur environnement. Mais aussi même pour les travailleurs, pour eux de contribuer à leur communauté puis être dans leur environnement aussi
culturel dans lequel ils se sentent bien, puis ils sont habitués, ben c'était important là, pour nous. Fait que dans ce sens-là, c'est sûr que on contribue dans le fond à oui, pour nous, c'est une petite partie à leur offrir une formation, mais pour qu'ils puissent là, vraiment offrir ces soins-là par eux-mêmes dans leur communauté. Dites-moi, est-ce que ce projet-là est en phase aussi avec les objectifs là, que votre organisation se donne en matière d'équité, de diversité, d'inclusion? Bien, c'est certain qu'on a eu la proposition de se joindre au projet, puis ça a été quand même très tôt là, dans le processus. On a été partie prenante de beaucoup de préparation, je dirais, là, avant d'arriver à ça. Pour nous, c'était très significatif. C'était l'occasion aussi de ramener des concepts qu'on a vus. Je ne sais pas si vous le savez, mais au cours des dernières années, il y a eu une formation obligatoire qui a été offerte là, à tout le personnel dans le réseau de la santé. Donc, on a revu ça aussi avec les membres de l'équipe qui accueillaient les stagiaires. Donc, pour nous, c'est sûr que ça fait vivre aussi ces valeurs-là, puis cet objectif-là là, de effectivement d'inclusion, puis d'adapter les services aux personnes, peu importe quelles elles sont, en fait. En 2 mots, est-ce que l'expérience est suffisamment concluante pour qu'on la répète? Ah oui, on serait vraiment vraiment heureux de pouvoir la répéter. Ça a été une petite expérience, mais c'est clair que ça a été un très, très beau partenariat avec tous les collaborateurs. Donc, on serait définitivement prêt à la répéter. Merci beaucoup, Julie Paquette. Merci, bonne journée. Le chef du Parti libéral du Canada, Mark Carney, était de passage aux installations de Novabus à Saint-Eustache hier pour annoncer une nouvelle prestation qui faciliterait l'accès à de nouvelles formations professionnelles pour les travailleurs en cours de carrière. Si le gouvernement libéral est élu le 28 avril prochain, il offrirait jusqu'à 15 000 $ aux travailleurs de certains secteurs spécifiques comme l'industrie manufacturière, la santé, la construction, la technologie et l'intelligence artificielle. Le mouvement jérômien accueille 2 nouvelles candidates en vue des élections municipales du 2 novembre prochain. Jessica Desroches-Lauzon, directrice générale adjointe de la Corporation de développement communautaire de la Rivière-du-Nord, briguera les suffrages dans le district Sainte-Paul. Infirmière œuvrant auprès des personnes en fin de vie et de leurs proches, Marie-Claude Poitras sollicitera pour sa part le vote des citoyens du district du Vieux-Bellefeuille. Les 2 candidates disent vouloir s'engager en politique pour contribuer à rebâtir un lien de confiance entre la ville et sa population. La fin de semaine dernière, Mega Gym accueillait les championnats provinciaux de gymnastique artistique et de sport de trampoline. Maude Pilon-Bernier était sur place. C'est le plus gros événement de gymnastique de l'année. En fait, c'est les athlètes qui ont réussi à se classer parmi une régie de compétition qui est quand même d'envergure. Donc, les athlètes ont travaillé fort, ils ont travaillé d'arrache-pied pour se classer une place parmi les championnats québécois. Donc, on retrouve 3 secteurs. Le GAM. Le GAM, si on veut dire, c'est gymnastique artistique masculine. Le GAF, gymnastique artistique féminine. Puis le STR. En fait, c'est tous les sports de trampoline, tumbling, double mini. En fait, les gens se retrouvent ici en même temps pendant les championnats québécois. C'est rare qu'on ait la chance d'avoir ces 3 disciplines en même temps. Donc, les championnats québécois, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Qu'est-ce que les athlètes vont effectuer ou l'organisation un peu de ce genre de compétition-là? Bien, en fait, au niveau du côté féminin, on a 4 appareils. Le saut, le bar, la poutre et le sol. En fait, les exigences, c'est en fonction des catégories que tu vas faire, en fait. Fait que l'important, c'est de répondre aux catégories, puis après d'aller chercher le maximum de bonus pour que ta note, à la fin, soit la meilleure, en fait, si on veut se classer. Fait que les petits points 1, les petits points 2 pour aller chercher des bonus, des petites connexions, des petites séries, c'est vraiment important. Au niveau du secteur gamme, c'est plus sur 6 appareils, les garçons. Fait qu'on s'entend faire une tournée de 6 appareils, ça demande un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'énergie, ces 6 appareils. Tandis qu'au niveau du secteur trampoline, STR, on a, comme je vous disais, on a le tumbling, on a le trampoline. C'est vraiment c'est plus aérien. Puis au niveau Mega Gym, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'être l'hôte d'un tel événement? Bien, après ma barre, si vous êtes au courant, l'année prochaine, en 2026, Blainville reçoit les Jeux du Québec 2026.
j'ouvre une parenthèse, je remercie le Comité des Jeux du Québec 2026. Ils nous ont porté vraiment main forte pour l'organisation de cet événement-là. Comme Mega Gym était en restructuration, qu'on est dans un nouveau vent, qu'on pourrait dire, fait que pour moi, c'était important qu'on prépare notre équipe, qu'on prépare notre staff, qu'on travaille le comité organisateur en collaboration avec les Jeux du Québec pour s'assurer qu'on soit vraiment prêt aux Jeux du Québec. J'ai peut-être pas eu la chance de parler d'eux, mais qui font vraiment un travail exemplaire tout au long du processus de la création de l'événement. On est à une première au niveau de Mega Gym. Donc, le soutien de la Fédération a été un gros cœur. En fait, ils ont vraiment aidé, un soutien super apprécié. Donc, je pense que ça l'aide beaucoup aussi à la réussite de l'événement à la Fédération. On le sait qu'un tel événement ne peut pas arriver si on n'a pas l'aide des bénévoles. Et toi, tu es le pilier de ces gens-là. Comment ça va se passer pour toi durant toute la fin de semaine? Bien, en fait, c'est une assez grosse fin de semaine là, qui a débuté hier déjà. Là, on a eu une bonne pratique avec un premier plateau hier en GAF et en STR. Fait que ça nous a permis de se pratiquer avec nos bénévoles. Là. Il y a au-dessus de 300 bénévoles là, cette fin de semaine qui sont venus nous aider. Bien, on a beaucoup de gens à la retraite, là, dans 60, 70aines là, qui sont venus aussi avec nous. Ils nous ont même aidés pour le montage. Là. Tout ce plateau-là, c'était vide là, jeudi matin quand on est arrivé. Fait qu'il fallait tout placer ça. Des gens qui nous ont aidés à décharger 5 vannes pleines, là, des vannes au complet. Fait que c'est vraiment un petit travail d'équipe en fourmi. Là. On a tout placé ça. Moi, c'est ma première année pour faire les championnats québécois. Ça compte pas encore, mais c'était vraiment bien. Je me suis beaucoup améliorée au bord, au sol et au saut. La poutre, j'ai chuté dans un mouvement, mais je me suis rattrapée après. Fait que c'était bien. J'ai aimé faire cette expérience-là. Et toi, Samuel, comment ça s'est passé? Mais moi, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait 2 compétitions avant, mais c'était bof. Mais là, ça a bien été. J'avais plus d'énergie, donc ça l'a aidé. J'ai bien aimé le sol parce que c'était une bonne journée, même si j'avais mal au talon. Puis j'ai bien performé aux autres appareils aussi. Je ne peux faire cet événement-là seul. Fait que je remercie particulièrement mon équipe avec qui j'ai travaillé, mon comité organisateur. Sans cette équipe, impossible de faire un événement comme ça. Fait que pour moi, ce qui est important, c'est de sentir qu'on est unis, qu'on travaille ensemble, qu'on travaille dans la même direction. Puis je pense qu'on a vraiment pris l'air d'aller. Fait que je pense que c'est juste d'améliorer les petites choses qui ont été plus difficiles, mais en fait, juste de continuer puis d'essayer de grandir notre travail d'équipe puis de collaboration. Merci énormément, Fanny. Bel événement à toi, à toute ton équipe. Puis encore merci, puis bonne chance pour les Jeux du Québec. Merci beaucoup. Très apprécié. Belle journée. La gymnastique et les sports de trampoline et de tumbling ne cessent de m'impressionner. Un événement comme ça prend beaucoup de gens et on est vraiment content de pouvoir compter sur tous nos bénévoles. Bon succès à tous! Avec le retour imminent de la belle saison, les producteurs maraîchers se remettent au boulot et vous proposent à nouveau leurs produits de la terre à la table. J'ai le plaisir d'accueillir l'un d'eux, Léandre Raymond Desjardins, propriétaire fondateur de la ferme Les Jardins de la Fourchette. Monsieur Raymond Desjardins, bonsoir. Bonsoir. C'est une formule, ça, qui gagne en popularité, particulièrement depuis la pandémie, je dirais. Maintenant, avec la guerre tarifaire de Monsieur Trump, on a une raison de plus d'encourager les producteurs locaux comme vous. Ben tout à fait. Ouais, c'est sûr qu'avec l'inflation puis tous les enjeux économiques auxquels on fait face, c'est sûr que d'encourager son famille de famille, ça nous permet de sceller les prix dans le fond, vu que les abonnements souvent sont payés en amont de la saison. Donc c'est vrai que ça vous protège effectivement des Vous êtes situé, vous, à Saint-Janvier. Vous avez d'abord travaillé comme cuisinier. Là, on parle d'une dynamique de la terre à la table. Vous avez fait un peu le contraire. Vous avez quitté vos chaudrons pour aller cultiver une terre. Passionné que vous étiez par la cuisine de saison. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Ouais, ben j'ai commencé, je pense, ma carrière de cuisinier par gourmandise. Donc, tu sais, j'aimais ça manger, j'aimais ça recevoir. Fait que j'ai fait un DEP à l'École hôtelière des Laurentides en 2009-2010. Là, mon parcours de cuisinier m'a amené à travailler dans des restaurants qui cherchaient de plus en plus des produits locaux. À ce moment-là, j'ai découvert que les producteurs québécois travaillaient super fort puis ils offraient des produits d'une qualité exceptionnelle. Ce qui a vraiment transformé ma vision de la cuisine. Puis en 2018, j'ai décidé d'être en agriculture. Par curiosité, finalement, je me suis rendu compte que j'étais un meilleur producteur maraîcher que cuisinier. Ah oui? Fait que je suis resté dans l'agriculture. Puis, tu sais,
En fait, moi, le fondement de la fourchette, pourquoi le nom de la fourchette, justement, c'est ma passion pour la nourriture, pour manger, recevoir, les ingrédients de qualité. Vous avez trouvé une façon de marier les deux passions. Oui, c'est ça. On travaille beaucoup avec des restaurateurs aussi. Ouais. Donc, Cette terre-là que vous cultivez, elle a quand même une histoire là, dans votre famille. Ouais, ben moi, j'habite là depuis, mon père a aménagé là, on avait 5 ans, mes parents, là. Mon père, lui, était éleveur de chevaux de course. Puis aujourd'hui, dans le fond, j'ai repris 2 hectares que je loue à mon père, que j'exploite pour la production maraîchère. D'accord. Vous cultivez une quarantaine de légumes et vous pratiquez ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice. Qu'est-ce que c'est ça? Mais en fait, la prémisse de l'agriculture régénératrice, c'est que, mettons, moi qui est passionné d'ingrédients de qualité, on se rend compte que ces méthodes-là, c'est que nous permettent d'aller chercher le meilleur des légumes, dans le fond, de produire les légumes qui sont de meilleure qualité, parce qu'on a un environnement sain qui fait des produits sains, puis ça nous permet d'avoir une biodiversité effervescente, puis de redonner à la terre ce qu'on lui prend, en fait. Donc, c'est souvent amender avec du compost, avoir des engrais verts, avoir des pratiques environnementales comme travailler le sol au minimum, etc. Ce qui est particulier aussi, c'est que vous travaillez sur une surface quand même pas très grande. Vous avez dit 2 hectares, là, il me semble que c'est pas énorme, selon une méthode non mécanisée qui vous permet quand même d'être très performant. Comment ça fonctionne, ça? Ben en fait, c'est que, étant donné qu'on évite la grosse machinerie, on peut se permettre de densifier les cultures. Vu qu'on n'a pas besoin d'espace pour que le tracteur puisse tourner, les roues aussi, il n'y a pas besoin de place pour laisser les roues du tracteur passer, donc on peut optimiser. Puis vu qu'on se déplace tout à pied puis qu'on déplace tout à main, on peut vraiment aller chercher le maximum de la parcelle. À titre de référence, par exemple, d'habitude, on va faire des rangs de carottes aux 12 ou 18 pouces, mais nous, on va les faire aux 8 pouces. Fait qu'on gagne, mettons, 30% de gain comme ça, par exemple. Après ça, on peut appliquer ça à 40 variétés. Très écologique, là, j'imagine, cette façon de faire. faire, Ben, tu sais, il y a des avantages et des désavantages. Nous, c'est la méthode qu'on a décidé de choisir parce que quand on démarre aussi, ça coûte moins cher parce qu'on n'a pas de machinerie à acheter, par exemple. Cette année, vous vous associez à 2 restaurants, le Monarque et le Mitoyen. Quelle sera la nature de cette collaboration? Ben dans le fond, ça fait quelques années que je travaille avec ces restaurants-là. Puis là, eux avaient aussi une ferme à Laval qui est en train de démarrer. Puis là, ils cherchaient quelqu'un pour l'opérer. Donc, on a décidé de joindre nos forces. Donc, la fourchette continue à exister. Mais on va aussi produire à Laval avec la ferme là-bas. Puis étant cuisinier, moi, ce qui me passionne vraiment, c'était de travailler avec des restaurateurs, puis d'amener, mettons, le concept de ferme à la table à un autre niveau. Puis c'est ça qu'on va faire. Ah, c'est ça que vous avez. Excellent. Bon, vous adhérez, on le voit sur votre casquette, à l'association des fermiers de famille. Ça fonctionne par abonnement, ça? J'imagine que la période d'inscription est ouverte? Oui, tout à fait. La fermier de famille, dans le fond, c'est un regroupement de fermiers qui se donne les moyens d'offrir de la visibilité aux fermes qui offrent les paniers. Oui, donc sur le site des fermiers de famille, pas juste moi, mais toutes les fermes au Québec qui sont membres, vous pouvez aller voir la carte. Si jamais vous avez un fermier proche de votre lieu de demeure ou votre travail, mais je vous encourage à aller vous abonner, que ce soit la Fourchette ou n'importe quelle autre ferme du réseau. Parfait. Ben, écoutez, je vous souhaite une saison à la hauteur de vos attentes. Léandre Raymond Desjardins, propriétaire, fondateur des Jardins de la Fourchette. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Ben, c'est moi qui vous remercie. On est de retour avec Clara Maté-Jaunet. Clara, depuis le mois de février, il y a un nouveau café bien spécial qui a ouvert ses portes dans l'enceinte du CHSLD Louise Faubert à Saint-Jérôme. Et vous êtes allé faire un tour, Clara. Oui, Claude, c'est le café L'Atypique qui est ouvert tous les mercredis, qui emploie des jeunes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Ça crée un environnement d'intégration intéressant pour les jeunes comme pour les résidents. Alors, je vous laisse découvrir ça dans notre reportage de ce soir. C'est ça, je t'ai jamais fait. Un café latte, moi je vais m'occuper du thé à Sydney, OK? OK. Qu'est-ce que tu préfères? Café latte. Ben, je l'ai dans ma face. Café latte. Okay. Voilà. En fait, le projet a été créé suite à une réflexion pour animer le milieu de vie. On veut le rendre le plus normalisant possible en centre d'hébergement sur une longue durée. C'est une petite communauté d'aînés et on voulait vraiment faire en sorte d'avoir un beau partenariat avec le plateau de travail qu'on avait déjà. Ça fait combien d'années que vous êtes ici? Ça fait 1 an et demi. Exactement. Donc, on cherchait une belle activité pour pouvoir justement mettre les deux équipes, l'équipe loisir et l'équipe de Anne, en lien.
moyens pour pouvoir faire une animation milieu de vie. Et on a eu un projet avec, une belle subvention politique d'hébergement pour pouvoir créer une animation. Et on a pensé au café. Donc, comment valoriser nos jeunes, des ITSA, puis comment faire en sorte de créer un milieu de vie dynamique pour nos aînés. Donc, le match était parfait. Ça s'est fait naturellement. On était déjà dans le milieu comme plateau de travail. On faisait déjà certaines tâches dans le CHSLD, à la buanderie, à la cuisine, aux loisirs. Puis quand Nathalie est arrivée avec ce projet-là, dans le fond, on a embarqué à fond, puis ça nous fait des nouvelles tâches de travail pour nos jeunes. Ici, le café, bien, je trouve ça merveilleux. Puis de faire travailler les jeunes, je trouve ça super. C'est vraiment bien. Puis ça les valorise, là, tu sais, c'est... Ah non, je suis bien contente de la place, puis tout ça, puis je suis bien contente. Qui aime pas un café? Qui aime pas non plus décider de dire « Hey, ça serait le fun d'aller rencontrer du monde, d'aller socialiser. » Donc, il y avait tous ces objectifs-là, comment aussi mettre en valeur le talent de nos jeunes aussi, la socialisation. Nos jeunes sont très, très impliqués dans la gestion du café, dans l'organisation. Ils ont hâte. Ils ont hâte, même si c'est toujours un petit peu stressant de s'adresser aux gens, de prendre les commandes, de tout faire comme il faut. Ils aiment ça, ils ont hâte. Ça les valorise beaucoup de sentir comme tout le monde en fait. C'est des gens qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme qui ont pour la plupart pas ou peu d'expérience de travail. Donc, ils sortent des bancs d'école ou, de par leurs difficultés, on peut eu la chance d'avoir des expériences de travail. Donc, on est vraiment là pour développer leurs habiletés socio-professionnelles pour qu'éventuellement, ils puissent avoir un stage plus normalisant dans la communauté. Toi, tu travailles au Café L'Atypique. Qu'est-ce que tu fais comme tâche de travail ici? Busboy, puis j'aide des fois au service. Qu'est-ce que tu fais comme busboy? Je prends les tâches, je vais les laver. Je suis supposé laver les tables, si on n'a pas trop de rush. J'aide les autres. Quand les autres ont de la misère à servir, je vais servir. Toi, Mathieu, qu'est-ce que tu trouves valorisant de travailler ici? Ça me fait changer de la place où est-ce que je reste. C'est quoi ta meilleure boisson ici, Mathieu, au Café L'Atypique? Un café latte. Les cafés latte, c'est tes préférés? Lait avec lait de vache ou pas de lait de vache? Lait de vache. Lait pas de vache? Ça fait plus de mousse. C'est le match parfait. Il n'y a pas de jugement entre les deux clientèles. Il y a vraiment une belle relation qui s'est établie au fil du temps. Fait que c'est vraiment génial. Oui, vraiment. On commence à avoir des habitués aussi, comme dans un vrai café. On rentre, Monsieur Tremblay, aujourd'hui, votre petit café latte, c'est parfait, on vous prépare ça. Fait que c'est fait. C'est super, pour vrai, j'adore ça. Ouais. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Ma banlieue suit à l'instant. Je vous invite également à consulter l'ensemble de la programmation au tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.